Allez, on enchaîne de droite ou de gauche. En ce moment, non ? Plus qu'une rubrique culte, on peut le dire maintenant, cette rubrique est devenue mythique. De quoi s'agit-il? De sujets de l'actualité qui sont choisis tantôt par David Aiello ou son jeune suppléant du jour, Grégory Massard, et qui sont soumis à notre réflexion. Faut-il en faire une lecture plutôt de gauche ou plutôt de droite? Et alors, quel sujet avez-vous retenu, cher Grégory Massard? Alors, messieurs, week-end de crunch oblige. Je me suis posé la question à savoir si le 15 de la Rose était de droite ou de gauche. Alors, pour vous éclairer, d'un point de vue historique, il faut savoir que selon la légende, deux familles, les York et les Lancaster, se sont opposées au XVe siècle. L'une avait comme emblème une rose blanche, l'une une rose rouge. Et ce sont les Lancaster qui ont fini par remporter ce conflit. Bosworth, là où Richard III meurt. Donnant ainsi à l'Angleterre cet emblème de la rose. Mon Autre royaume information également, l'Angleterre, comme le précisait tout à l'heure Félicien, n'a pas manqué d'exclure la France du tournoi pendant une quinzaine d'années pour professionnalisme et un peu de brutalité. Beaucoup de brutalité. Le 15 de la Rose aujourd'hui qui ouvre ses portes à un Néo-Zélandais, un Australien, un Samoan et qui est entraîné par un Australien, Eddie Jones. Alors messieurs, question, ce 15 de la Rose, cette sélection de William Webb Ellis est-elle de droite ou de gauche ? Bah tiens, Félicien, c'est vous le spécialiste rugby. Hein? Mouillez-vous un peu. Moi, je dirais, de tout temps jamais, elle restera de droite. Voilà, l'Angleterre est de droite. Non Développons. Développons, non. Pourquoi quand je parle un anglais, surtout du point de vue rugby, c'est un sport qui était d'une case à part, des aristocrates. Voilà, c'était au départ un sport qui ne voulait pas se mélanger. Et aujourd'hui, c'est un des piliers de la vieille Angleterre. Le rugby, Twickenham, si tu le détruis, l'Angleterre perd quelque chose. Et c'est vraiment quelque chose de très droite. C'est pas très populaire comme peut l'être le foot. Pour moi, voilà. Pour moi, c'est quand même une mutation droite. dans les joueurs, parce que moi, je me souviens, quand je regardais le rugby dans les années 70-80, il y avait Rob Andrew avec son maillot un peu classe, le col relevé, voilà. C'était plutôt des aristos, des étudiants. C'est devenu quand même des joueurs de rugby professionnels qui viennent de milieux beaucoup moins universitaires et aristos ou de bourgeoisie anglaise que leurs prédécesseurs, non? Ouais, mais c'est leur mentalité. Je veux dire, ils sont vraiment... Je veux dire, eux, ils ont l'histoire. Donc on est passé de la droite aristocratique à la droite popu. Voilà, mais ça reste de droite. Mais c'est pas, voilà, c'est pas gauche, c'est pas Thatcher. Non. Voilà, on est plutôt dans cette droite. Je sais pas, en France, voilà, la droite anglaise n'a rien à voir avec la France. Gérard. Plutôt de droite, oui. Mondialisation égale droite, forcément. Capitalisme débridé. Et puis, par ailleurs, c'est vrai que c'est un tout petit peu moins le cas actuellement, mais finissez tous ces joueurs-là par devenir capitaine d'industrie, avocat, agent de change, etc. C'est vrai. Ce qui reste quand même des corporations où on trouve assez peu de Mélenchon tout de même. C'était beaucoup d'assureurs. Voilà, je dirais que nous sommes dans la droite, mais je suis sûr que Renaud Dely va nous trouver, avec la bonne foi qu'il caractérise, un argument pour prouver que c'est de gauche. Renaud Dely. Mais vous avez bien fait, Gérard, d'insister sur ma bonne foi. Légendaire. Voilà. Alors, je vous rejoins quand même en grande partie. C'est vrai que je rejoins vos analyses croisées, parce que, en fait, Félicien, Gérard a plutôt copié d'ailleurs sur votre... essayé de s'inspirer de votre analyse. Inspiré, largement. Donc c'est vrai que non, mais la dimension aristocratique du rugby anglais, ce côté caste est très prononcé, et que donc il y a une dimension de droite, disons conservatrice du rugby anglais, sans aucun doute. Ça, je le conteste pas, mais avec cette particularité que souvent, en fait, en Angleterre, la droite est de gauche. C'est là qu'on s'aperçoit que autant une certaine gauche anglaise pouvait être considérée comme étant de droite, autant en Angleterre, souvent la droite est de gauche. Et donc c'est vrai qu'il y a une mutation, je ne pense pas qu'on puisse calquer comme ça de façon artificielle, voilà, abrupte, ce clivage droite-gauche sur le 15 d'Angleterre, qui est un 15 en mutation, qui vient de la droite, mais qui est en train de s'ouvrir aux Lumières à travers justement cette mondialisation que vous évoquiez, qui n'est pas forcément de droite. La mondialisation, c'est aussi le métissage, le mélange, et d'un point de vue social et d'un point de vue ethnique. Je suis un peu surpris Ça, c'est de gauche. Il manque un argument quand même. 15 de la Rose, dans Rose, il y a gauche. Oui, mais sauf que la Rose en France... Oui, mais on ne voulait pas tomber si bas. Voilà. Et ça, pour le coup, c'était un argument de mauvaise foi. Je me suis sacrifié, hein, c'est bien. Voilà. C'était un argument de mauvaise foi. La question, est-ce que Mitterrand était de gauche, c'est ça, ou était de droite? Voilà. Mitterrand ?
Mitterrand. Très à gauche. On ne peut pas en parler, c'est pour ça que je n'ai pas osé en parler de Storose. Très à gauche, le président Mitterrand. Très à gauche? Mais à gauche d'où? Celui qui ne veut pas rompre avec le capitalisme. Celui-là ne peut pas être membre du Parti socialiste. Voilà, tout est là. Congrès d'Épinay. Voilà. J'étais pas né. Et il disait même, la méthode, c'est secondaire. C'était l'objectif qui comptait. On a vu que la méthode était secondaire avec lui, c'est vrai. Oui, mais l'objectif restait le même, malgré le tournant de la rigueur de 82 et celui de 83. Mais on s'éloigne un peu de notre sujet. Revenons-en à un autre sujet de conversation que va lancer pour nous notre ami Grégory. Pro-Ribéry. Il faut savoir que Franck Ribéry avait annoncé clairement qu'il ne voulait plus porter la tunique bleue, pensant même un instant demander la nationalité allemande. Et le voilà, qui petit à petit, après un an d'absence et de blessure, refait l'actualité en annonçant que pourquoi pas un retour avec les Bleus, bien aidé par ses avocats de l'équipe, en partie, mais pas seulement. Alors messieurs, la question est très simple. Est-ce que ce lobby pro-Ribéry pour un retour en équipe de France est de droite ou de gauche, à défaut de déplaire à l'opinion publique? Pour être très complet dans votre présentation du dossier, il y a eu une petite embrouille dans l'affaire Ribéry. C'est qu'il a donné 2 interviews 2 jours de suite, un le lundi et un le mardi, et celui du mardi est paru avant celui du lundi. Donc dans celui du mardi, il disait « Je n'exclus pas de revenir en équipe de France », et dans celui qui avait été donné le lundi, mais qui est paru après celui qui avait été donné le mardi, il disait « Non, je ne reviendrai jamais en équipe de France, j'ai tourné la page ». Cela étant, le débat est lancé. Cher Gérard. Alors, comment dire, je mettrais une espèce de distinguo. Il y a le lobby qui existe, qui est quand même assez disparate. Mais il y a surtout un facteur dont il faut tenir compte, c'est Ribéry lui-même, dont la parole, elle évolue. Elle évolue. C'est quelqu'un qui ne maîtrise pas forcément complètement le cours de ses pensées, ni le cours de son expression. Donc, du coup, on ne peut pas en tirer grand-chose de concluant. Pour l'avoir interviewé 2-3 fois, honnêtement, même face à face, c'est quand même compliqué, quoi. Donc, du coup, de là à dire qu'on peut accoler une étiquette de droite ou de gauche à sa volonté de revenir, c'est compliqué. Le lobby, c'est... J'aurais bien du mal aussi, par ailleurs, à le quantifier, parce que je ne suis pas certain qu'il y a réellement un lobby pro-Ribéry. Il faut avoir lu l'équipe. Je l'ai lu, justement, je la dévore. Avec des pourcentages, en disant... Ouais, mais il faut le vivre, il faut le vivre. Alors, place, etc. Disons que c'est un peu de droite, parce qu'ils font vivre un débat qui fait vendre des journaux, ils vendent des journaux, voilà. D'ailleurs, c'est un débat qui a fait beaucoup rire Didier Deschamps en conférence de presse. Mais faire vendre des journaux, est-ce que c'est vraiment de droite? Non. Sinon, ça fait longtemps que Renaud aurait viré sa cutie, donc c'est... Bon. Renaud. Si vendre des journaux, c'est de droite, Gérard, je suis inquiet pour le devenir du vôtre. Renaud. Non, mais je vais essayer de vous éclairer, parce que j'ai senti que vous étiez un peu dans le brouillard. Faire du lobbying pour le retour de Franck Ribéry en équipe de France, c'est évidemment un combat de gauche, éminemment de gauche. C'est même un combat identitaire de la gauche aujourd'hui, me semble-t-il, et la gauche a bien du mal à trouver des combats pour la porter et la rassembler. Celui-ci en est un. Pour plein de raisons. Brièvement, c'est Tifranc. C'est quand même, c'est Tifranc. C'est cette gauche populaire, Boulogne. Vous savez qu'il y a une tribune au stade de Boulogne. La tribune Franck Ribéry. Je suis allé, c'est formidable. On y est, là. On est vraiment... Là, ça, c'est les terrils, les corons, Pierre Mauroy, quoi. Voilà, c'est Tifranc. Alors, quoi? C'est Franck Ribéry. Quoi? Frédéric Cuvillier, aujourd'hui, que nous saluons au passage. C'est la roue qui tourne. Alors ça, vous venez juste de me piquer ma chute. Le deuxième plan, c'est que Franck Ribéry, je pense, a été l'objet souvent de critiques, d'attaques, parfois excessives. Et je pense, j'ai l'esprit mal tourné, me direz-vous, mais je pense que sa conversion à l'islam, dans certains esprits mal tournés, n'est pas pour rien dans les attaques dont il a été l'objet. Voilà, je pense que dans ce climat pas toujours très sain, autour d'un certain nombre d'individus qui mélangent tout, qui le font à dessein et qui produisent justement des amalgames pour stigmatiser l'islam en général et non pas l'islamisme, l'intégrisme, etc. Je pense que Ribéry a aussi payé ce climat-là. Et donc de voler à son secours et de le réintégrer en équipe de France, c'est faire preuve de cet humanisme qui caractérise la gauche. Et troisièmement, effectivement, il a fauté, il a payé. Donc voilà, la roue tourne à tourner, vous l'avez dit. La roue tourne doit tourner. Oui, la roue tourne doit tourner. Félicien? Je ne l'aurais pas dit aussi bien que Renaud, mais
De gauche, j'aurais dit, pareil. Mais... Vous êtes pour le grand pardon? Non, je ne suis pas pour le grand pardon, mais je parle c'est pas de Ribéry, c'est la phrase, c'est vraiment le lobby pour que Ribéry revienne. C'est vraiment, c'est ça, c'est pas de Ribéry, je parle de ça. C'est vraiment pour moi un mouvement c'est plutôt gauche, d'y penser et tout ça, c'est plus de gauche que de droite pour le faire venir. Moi, je suis pas pour, voilà. Et tout ce qu'il a fait et tout ça, je veux dire, je sais pas s'il était conscient de toutes les conneries qu'il pouvait dire, mais en tous les cas, il les a dites, il les a faites, et je sais pas si Ribéry représente vraiment la tribune qui porte son nom. Voilà, donc c'est bien de lui rendre hommage, mais je pense pas que ça soit le même univers. C'est bien. Non, c'est beau. Hein. Mais est-ce que Zaya est de gauche? Je ne la connais pas. Enfin, c'est vrai qu'il y a au moins un point sur lequel je suis d'accord avec tout le monde, c'est quand Gérard dit que la parole de Ribéry peut varier d'une heure à l'autre. Hein. On se souvient de l'épisode de Naïsna. Le matin, il débarque en claquette dans Téléfoot pour dire « on a dur, on va se donner ». Et l'après-midi, c'est la grève. Donc il est le temps des meneurs. Pourquoi vous soulignez le fait qu'il était en claquette? Ça, c'est de droite parce comme parce que c'est une image qui a marqué l'opinion. C'est une gauche moderne. C'est une image qui a marqué l'opinion. Vous n'aimez pas les tongs, Bruno? Oui, en plus, il avait des chaussettes. Voilà, non, c'est ça, c'était le mauvais goût. Vous mettez les tongs l'été? Non, jamais, je déteste ça et je suis contre les tongs dans Paris. Alors, vous mettez les tongs, vous, Bruno, je sais que vous mettez les tongs. Absolument, dans l'intimité, surtout. Oui, eh bien, là-dessus, nous allons enchaîner avec le SAV du BRP. Tong ou pas tong, c'est quand même un vrai débat de société. Hein, parce que là, nous approchons des beaux jours et vous avez remarqué, il y a des gens qui... il fait 15 degrés, un peu frais le matin, ils sont déjà en tong. Et en Bermuda. Enfin bon. Pas de tong, pas de Bermuda. Le SAV du BRP, alors c'est l'actualité du sport vue par les réseaux sociaux. Ouais. Donc chaque semaine, c'est David Ayeo qui s'y colle. Cette semaine, c'est son remplaçant de luxe. On a trouvé orné d'une cravate que le monde entier nous envie dans l'univers de la télévision. Alors, le thème du SAV cette semaine, on va évidemment revenir sur le titre de champion du Paris Saint-Germain. Très bon choix. Après une victoire 9-0 à 3 dimanche et qui a inspiré Laurent Vergne. Je trouvais que le concept de champion d'automne en hiver était incongru, mais alors champion de France en hiver, 3 petits points effectivement. Le PSG a donc été sacré champion. C'est un compte certifié, Laurent Vergne. Oui. De qui s'agit-il? C'est un journaliste, un confrère? Oui, c'est un confrère, effectivement. Un journaliste d'Eurosport, je me souviens, ça y est. Très bien, Laurent Vergne, trait d'humour, très amusant. Un autre trait d'humour, cette fois du footballogue. Selon l'équipe, les joueurs du PSG ont invité Aurier au restaurant pour fêter le titre avec eux dimanche soir. Et donc, ça a été vérifié, effectivement, Serge Aurier, qui était présent et qui a même fait des photos avec Sirigu, etc. Donc l'heure du pardon, pour le coup, pour Serge Aurier, est arrivée. La question, c'est, il y avait Laurent Blanc à cette fiesta? Il n'y avait que les joueurs. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il a fait une session périscope avec ses Il n'y avait pas Grégory Van der Ville non plus, qui lui avait boudé... C'est de gauche ou de droite? Oui. Et alors... c'est le grand pardon. Et donc, j'avais une question que j'ai oubliée, donc on va enchaîner. Très bien, on enchaîne. Je veux savoir si Cavani était invité. Non, mais Cavani y est forcément, parce qu'il est en cuisine. Campeone, comme il le disait. Un autre tweet, cette fois-ci, du Parisien qui remet la une de Provence Sport mal au cœur avec le PSG champion qui donc donne des mots de tête aux Marseillais. Voilà, un petit trait d'humour. Non, parce que ça, c'est intéressant. Marrant, ce trait d'humour. C'est intéressant, c'est la douleur à Marseille. Oui. Non, vous en foutez, vous n'êtes pas du tout Marseille. Si, je suis pour Marseille, voilà, c'est pour ça. C'est bien ce qui me semblait. Donc ils n'ont pas besoin de... C'est quoi la douleur? C'est le niveau de leur équipe ou c'est le fait que l'ensemble, c'est le PSG surpuissant. Je pense que là, le PSG équipe qui soit champion, ça leur passe au-dessus. Je veux dire, le mal, il est tellement plus profond que... Aujourd'hui, alors c'est quoi le mal de l'OM, d'après vous? Parce que moi, j'essaie de comprendre. Souvent, on me dit c'est le président Labrune, mais d'accord, mais... Bon. D'ailleurs, vous dites à vous-même, non? Chaque fois que je viens à cette émission, c'est toujours le Certains me disent que c'est... Non, mais moi, on me dit. Parce que on me dit, vous arrêtez dans la rue pour vous le dire. Oui, ça, non, mais c'est vrai en plus. Écoutez, hier, j'ai vu un chauffeur de taxi qui m'a dit vous avez bien fait de défendre Cavani, vous avez raison. Alors, vous voyez. Eh ouais. Ça vous surprend, mais c'est une réalité. Et j'ajoute, c'est pas moi qui prenais le taxi, il attendait mon ami François Cluzet. C'était vous, chauffeur de taxi, vous regardez dans le rétroviseur, non? Donc l'OM, c'est quoi le problème? C'est un tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader, il n'y a plus d'image. Marseille, tu parles de Marseille. Il n'y a plus de direction, vous voulez dire? Oui, mais il n'y a plus même une image. Il y a des supporters et il y a un club. Il y a tout ça. Et voilà, le problème, c'est qu'il va falloir choisir. Soit les supporters qui font le club, ou soit c'est le club qui se trouve des supporters. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Il y a plus de... Ce stade de 67 000 places qui sonne parfois creux, c'est terrible. Non, mais il ne sert à rien aujourd'hui.
Ça sert à rien, donc... Arrêtez. C'est vrai, allez-y. Ouais. Un autre tweet de Damien Dupont. Retrouvons Le un peu de joie. PSG a donc marqué plus de buts que 3 dans leur propre stade, puisque 3 n'a marqué que 8 buts cette saison à domicile, et le PSG en a mis 9 en une journée. Voilà. Il est bien, Damien Dupont. Petite statistique. 320 retweets, ça a bien buzzé. Ça a bien buzzé, hein. Non, il est fort. Un autre tweet qui a buzzé, c'est Hugo, qui a répondu au tweet du Paris Saint-Germain avec la photo de Locas en mettant, passe-partout. Bon, c'était une petite blague. Ah, d'accord. C'est qui ce Hugo J'ai pas reconnu, oui. J'ai cru que c'était pas le Non. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs le hashtag ici, c'est Paris, mais avec un 6 à la place de IS. Et Bruno, qui est la grande fille derrière là-bas? C'est la surface que tu as vue tout à l'heure. Un tweet de Winamax également, une pensée pour Lavezzi. Ils sont très actifs, les gens de Winamax. Ils font beaucoup de blagues sur Twitter. Qui va manquer cette grosse stuff au Campanile de 3. Les hôtels Campanile, 2 étoiles. Lavezzi qui a fait une sortie d'ailleurs dans l'équipe cette semaine. Oui, alors justement, j'allais y venir. Vous faites tout ici, c'est bien. Oui, parce que Lavezzi, dans l'équipe, nous a expliqué qu'il était très content d'être parti en Chine parce que vraiment, la Ligue 1. C'est ce qui s'appelle. C'était pas son niveau, ça allait pas du tout. C'est pas son niveau, c'est qu'il n'était pas motivé. C'est très différent. Il a pris 15 millions en 4 ans et c'est sûr qu'il avait de quoi pas être motivé. Hein. Oui, mais là, il va prendre 13 millions en 1 an. Et il est plus motivé là. Il va être plus motivé. Puis en plus, non, il a quand même dit que le niveau de la Ligue 1 ne l'enthousiasmait pas. Il n'y a que les matchs des champions qui l'intéressaient, etc. Il jouait pas. Que pensez de cette sortie de Lavezzi, cher Félicien? Dans le rugby, c'est pas possible de voir un joueur comme ça qui quitte un club et qui dit « je m'emmerdais dans cette ligue ». C'est déjà arrivé? Je pense que c'est jamais arrivé. Top 14, des joueurs qui quittent le top 14. Ah, tu parles de. Je croyais, non, en Ligue 1. Non, dans le top 14. Non, dans le top 14. Jamais, voilà. Déjà, quand ils finissent leur carrière en France, c'est fini pour eux. Je veux dire, il n'y a que les Néo-Zélandais qui viennent ici. Ou voilà, donc, moi, je trouvais ça très bien, ce Théo de Lavezzi, moi. Je l'ai trouvé. Ah oui? Mais oui, parce qu'il était franc, quoi. Ouais. Il était franc et il était tel qu'il est lui-même. Oui, mais il a injurié la France à travers la Ligue 1. Il n'est pas parti, il n'a pas dit je suis parti en Chine. Non, mais ce qui aurait été franc, c'est de dire au bout d'un an, je m'ennuie, transférez-moi plutôt que de prendre. Je sais pas, Ibra l'a dit, c'est pas pour ça qu'ils vont transférer. Ibra n'a pas tout à fait dit ça. Il a dit que c'était pas un pays de football et que c'était un shit country. Sauf que lui, sur le terrain, il est motivé. Lavezzi ne l'était pas. Mais la comparaison avec le top 14 ne tient pas. Le top 14, c'est le champion de rugby, le meilleur champion de rugby. Tournez-vous vers Bruno, c'est lui qui a posé la question. C'est pas tout à fait le cas de la Ligue 1 en football. Et Dieu sait que je suis patriote, Bruno, vous le savez. Ça, c'est vrai. Vous êtes très patriote. Mais Bruno a aussi tweeté sur ce titre de champion du PSG, plus précoce champion de l'histoire de la Ligue 1. Le PSG ceint la couronne d'Aurier qui sied au vainqueur. Oui, magnifique. C'est Hervé Gattegno, cette photo. Vous êtes d'accord avec moi? Vous trouvez que je ressemble à Hervé Gattegno? De Aurier. Ah non, c'est la coupe de cheveux, parce que j'avais les cheveux un peu longs sur le côté. Bruno est encore en train d'essayer de décrypter le... Oui, la couronne de Aurier. C'est jeu de mots. Non, mais par contre, c'est bien parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Et pour l'analyse, il fallait lire un autre tweet. Ah oui, pour l'analyse. Parce que la vraie analyse, elle est là. Le vrai débat, il est là. Les amateurs de l'OM, Monaco et les autres. Voilà. En quoi? Oui, alors expliquez-nous en quoi le PSG a été professionnel. J'explique ma théorie, qui est fort intéressante. C'est-à-dire que sitôt le PSG sacré... Vous n'avez que deux retweets seulement. C'est pas énorme. Parce que je l'ai pris Non, mais parce qu'il l'a pris très tôt. Ouais. Non, parce que j'ai beaucoup de retweets. Puis surtout, si vous, les sites du Paris Saint-Germain me retweetent souvent aussi. C'est étonnant, ça. Ouais. Oui. Expliquez-nous, Bruno, votre théorie. Bref, alors ma théorie, c'est simple. Avec Tartelett ? Oui. Les tartelettes ont beaucoup de succès. Bon, bref. Non, ce qui se passe, c'est que évidemment, le PSG, sitôt sacré, vous avez eu le cœur des pleureuses habituels qui sont arrivés en disant c'est normal, ils ont 450 millions de budget. Quand on a 450 millions de budget, on est forcément le champion parce que c'est celui qui a toujours le plus d'argent. Regardez Leicester, qui est forcément champion, et donc c'est trop facile. Bon, sauf que, moi qui suis un peu l'actualité de ce club et qui suis bien informé, je sais que, contrairement à ce qu'ont dit les actionnaires, pour eux, un sou c'est un sou, et qu'ils n'investissent jamais au hasard, et qu'on peut leur reprocher tout ce qu'on veut, mais l'argent qu'ils ont mis dans le club a été bien investi jusqu'à présent, il n'y a pas eu trop d'échecs. Il suffit de regarder d'ailleurs l'état du buffet pour constater que quand il s'agit de faire des économies au parc, ils en font. Exactement, voilà. Ils ont des porte-paroles Ils servent aussi. Voilà. Et deuxièmement, alors d'une part, le PSG gère bien son affaire avec ses nouveaux actionnaires, président El Khelaifi, le vice-président Blanc, Olivier Létang, tous ces gens qui font un bon travail. Non, mais je fais ça bénévolement parce que là, je fais une analyse journalistique. Et deuxièmement, c'est aussi parce que les autres, on vient de parler de l'OM,
On pourrait parler aussi de Monaco, qui, dans un premier temps, s'est lancé dans une grande politique d'expansion. Et vas-y, James Rodriguez, et vas-y, Falcao. Et puis derrière, non, finalement, on va faire autre chose. Tiens, vous voulez Martial, allez, on vous le vend. Puis on prendra plus que des petits jeunes. Donc voilà, Monaco n'est pas au rendez-vous, l'OM n'est pas au rendez-vous. Et Lyon, qui est dans sa phase de mutation, grand stade, etc., n'est pas non plus au rendez-vous. Donc vous avez deux effets cumulés, l'ultra-professionnalisme du PSG, les errements des autres, qui contribuent à ce que, oui, aujourd'hui, on a un champion au bout de 30 journées. Coman aussi. Comment ? Coman, ils ont bien fait de laisser partir. Voilà. Je pense que c'est la seule fausse note. Ça, c'est la fausse note. D'avoir refusé. Ah bon, il n'y a pas de petit débat sur ce que je viens de dire ? J'ai même pas droit à une opposition quelconque, non, Renaud, vous ne voulez pas... J'avoue que là, les arguments me manquent pour vous contester. Je sais que je cherche. Voilà, il n'y en a pas. Le seul argument, Gérard vient de donner, c'est Coman. C'est un petit argument. Et s'il y en a un deuxième, c'est qu'il conserve toujours Cavani pour un salaire dispendieux dans leur effectif. Ça, c'est clair que c'est pour un club, 30 buts par an en moyenne. Pour un club aussi professionnel. C'est l'homme qui a débloqué la situation à 3, parce qu'avant le 9-0, c'était très très mal engagé. Et parce que Cavani a marqué, ça a donné l'impulsion. Sans Cavani, le PSG ne serait pas en quart face à Manchester City. Mais c'est un grand club, vous avez raison. Et le gala de la Fondation, vous étiez l'invité d'honneur, je crois. Hein. Allez, on enchaîne avec le déconseil de la semaine. Ici, on est gentil avec les invités. Félicien Taris, vous vous en êtes rendu compte, puisque c'est la troisième fois que vous revenez. Oui. Voilà. Donc, quand vous reviendrez avec la version coquine de votre crunch, le crunch chez les nudistes, nous vous inviterons aussi. Donc, le déconseil de la semaine, c'est qu'il y a à 14h30 samedi un match de rugby. Alors, voilà, toujours pareil, on est en plein tournoi à destination. La Ligue, le top 14 continue. Donc on a Montpellier Racing 92 sur Canal. Donc on va le déconseiller, non pas, mais parce qu'il faut regarder le crunch. Oui, mais oui, voilà, regardez cette 14 belle heures histoire. sur France 2. Oui, le film, oui, pardon. Oui, le film. Sur cette belle chaîne qui est France 2 où j'ai débuté. Donc, qui est excellemment géré, là, France 2. L'ensemble du groupe France Télévisions, d'ailleurs. Delphine Ernotte, très bonne patronne. D'ailleurs, vous avez une bonne heure de programmation, je trouve. Il y avait à cette heure-là, récemment, il y a eu un an, il y a Christophe Duchiron, que je connais bien, qui avait fait un formidable documentaire sur Roger Coudert, 2 ans. Ouais. Formidable documentaire sur Roger Coudert, qui était très bien aussi. Voilà, et donc votre documentaire, nous le recommandons. Tous devant France 2 à 14h demain. Le crunch. Félicien Taris. Toute une histoire. François Berléand au commentaire, écrit par Félicien, mais lu par Berléand. Alors là, je peux vous dire, on est là. Voilà, c'est dans le documentaire sportif, ça. Et c'est rare de voir des vrais bons documentaires sportifs, donc bravo. Voilà. Il l'est. Merci beaucoup. Mais ça, c'est vrai que François, ça amène vraiment une autre tournure. C'est autre chose que super... hein. Non, mais c'est super agréable. Donc, voilà, je tiens bien. François, oui, c'est vrai. Merci à vous d'être venu, cher Félicien. Et tiens, encore un petit extrait. Oh là là. Je sais que ce n'est peut-être pas aux Français de se moquer des malheurs des autres, mais tout de même, nous voilà au terme d'une semaine anglaise qui n'a été marquée que de pierres noires. La dégringolade de la livre, la démission d'Harold Wilson, la rupture Tony Margaret, et puis, dernière humiliation en date, la piquette du 15 de la Rose devant les rugbymen français. On a tendance à en sourire, mais c'est oublier que la City, Downing Street, Buckingham et Twickenham sont un peu les 4 piliers de la vieille Angleterre. Sapés à la base, ils s'effritent, et même... Dans le cas du rugby, il s'écroule complètement. Ouais, c'était l'époque... Non, il était... Alors, Patrick Poivre d'Arvor est présentateur Il était présentateur de France 2. Mais c'était l'époque où les présentateurs, on l'a oublié, c'était pas... Le journal durait 30 minutes et il n'y avait pas 15 ou 20 sujets. Il y avait 6 ou 7 sujets dans le journal. Et les lancements des présentateurs, c'était ça. C'est-à-dire c'était de longs éditoriaux pour meubler. Tout simplement. Et il y avait un vrai travail d'écriture qui n'existe plus aujourd'hui, ou bien évidemment, dans les JT, trop souvent, on voit que c'est un peu le recopiage vite fait de la dépêche AFP. Surtout. Et je peux même vous dire que la moitié du 20h de Poivre d'Arvor à l'époque était rédigée par d'autres journalistes que lui-même, parce que c'était tellement long à faire qu'il y avait des plumes. Voilà, il y a eu Jean-Michel Mercurol, il y a eu Claude Régent. Vous en avez fait partie aussi ? Non, parce que il était déjà sur TF1 quand je suis arrivé. Castro, non ? Ah non. Les résultats du sondage. Alors, qu'est-ce qui nous a le plus énervé dans l'actualité de la semaine ? Je l'avais dit. Vous voyez le 1 La défaite inquiétante des Bleus en Écosse, 39%.
Quasiment égalité, la liste des 23 de Deschamps, 26%, la victoire 9-0 du PSG à 3, 25%. C'est les supporters de l'OM et de Lyon. Et le retour de la Formule 1, pour preuve que tout le monde s'en fout, c'est que voilà, 10% des gens, ça les énerve. Voilà. C'est assez peu, au contraire, j'aurais dit plus, moi. Mais... Bah non. Oui. Non, bah non. Il y en a 90% qui ne sont pas énervés, ou énervés par autre chose. Dites, quand vous êtes à l'oreillette, vous me demandez d'aller vite en fin d'émission, puis là, vous voyez, vous nous prenez le crachoir. Hein? Attention, hein? Je me tais. Oui. Bon, merci à vous, hein, Grégory, d'avoir joué merci le Bruno de m'avoir invité. Et à votre cravate. Hein. Et merci à la cravate qui moire un peu. Attention, plus uni, c'est mieux, vous voyez. D'accord. Écoutez les conseils des anciens. J'essaierai. Merci à vous, Grégory. Merci à vous, Renaud Dely. Un plaisir. Bah oui, et puis grâce à vous, on a encore vu du surf féminin. Toujours un bonheur. On n'en voit jamais assez. On n'en voit jamais assez. Merci à vous, Gérard Davet. Une joie. Merci à vous, Félicien Taris. Merci France à 2, vous. 14h demain. Le Crunch, formidable documentaire, Félicien Taris et François Berléand, dans cet ordre-là. À la semaine prochaine.